Alors moi je suis Sébastien Arsac, je suis un des porte-parole de l'association L214, qui est une association de protection des animaux spécialisée dans les animaux d'élevage plus particulièrement. Et le nom de l'association vient d'un article du Code rural qui reconnaît la sensibilité des animaux, c'est-à-dire leur capacité à ressentir le plaisir, la souffrance, et c'est la base de notre engagement. Et c'est pour ça qu'on a pris le nom de cet article du Code rural. Depuis, le Code civil a aussi intégré la sensibilité des animaux. D'ailleurs, cet article du Code rural, L214, vient d'une loi qui a été adoptée en 1976. Donc là, on va fêter le 40e anniversaire de cette loi cette année. Donc voilà, le titre, je trouvais vraiment inspirant parce qu'il y a le mot justice et paix, et que je pense que c'est vraiment aujourd'hui ce qui motive notre engagement pour les autres animaux. Parce que nous sommes des mammifères et on partage cette terre avec d'autres animaux. Donc le mot paix, voilà quelques mots qui évoquent ce mot, les émotions, la liberté, le bonheur, c'est des choses qu'on se souhaite à tout le monde. Et c'est des choses qu'on partage généralement avec la plupart des animaux. Alors les animaux c'est très très large, mais au moins pour ce qui me concerne, pour ce qui intéresse l'association, les animaux qui sont utilisés pour la production de viande, de lait et d'œufs. Donc on sait aujourd'hui, au niveau d'éthologie, que les animaux éprouvent des émotions, ont des sentiments, ils ont des besoins de liberté, et etc. Tous les mots qui sont ici, et aussi pour nous et nos proches, qui ont des relations sociales. Aujourd'hui, on le découvre de plus en plus en éthologie. Alors sur le mot justice, qui est là, la slide après, la justice, c'est tout ce qu'on peut mettre autour de l'éthique. Donc j'ai mis aussi quelques assertions, vivre sans faire du mal aux autres. Alors bien sûr, si c'est la surface, on pouvait s'intéresser à tout ce qui est philosophie morale et rentrer dans les détails, mais généralement on peut dire que ces valeurs sont aujourd'hui partagées par notre société, nos sociétés. Voilà, on ne fait pas autrui ce qu'on voudrait pas, le mal qu'on voudrait éviter à soi-même. Et voilà, c'est ce que je mets derrière le mot justice aujourd'hui, c'est paix et justice. On est dans une société où, en général, la violence est en baisse, malgré les actualités. Si on regarde, par exemple, les meurtres par homicide à Paris, dans les débuts des années 90, on avait presque 5 meurtres pour 100 000 personnes. Aujourd'hui, on en est à 1,5 meurtres pour 100 000 personnes. La société s'est quand même pacifiée, c'est-à-dire qu'on a divisé par 3 le nombre de meurtres par homicide en 10 ans, 15 ans. Les valeurs aujourd'hui de xénophobie, le racisme, le sexisme sont aujourd'hui au moins dans les valeurs, dans les esprits, dans les discours, ont été complètement remises en cause. Et donc dans cette société pacifiée aujourd'hui, on oublie souvent une grande part. Un oubli colossal qui est généralement occulté par notre culture qu'on dit spéciste, c'est-à-dire qui n'accorde pas les mêmes intérêts aux individus des autres espèces. Et notamment, comme disait Jacqueline, il y a un domaine où ce spécisme s'implique très profondément et a des conséquences énormes, c'est bien la question de l'alimentation. Pour produire de la viande, du poisson, du lait et des œufs, il faut élever et tuer des animaux. Pour avoir une petite idée, dans le monde, ça représente 60 milliards chaque année d'animaux qui sont tués, d'animaux terrestres, et une évaluation sur les poissons qui est de 1000 milliards de poissons. On n'a qu'une estimation, parce qu'on a généralement des tonnes pour les poissons, donc c'est colossal. Pour la France, on a 1,1 milliard, donc c'est à peu près en moyenne plus de 3 millions, 3,5 millions d'animaux qui sont tués chaque jour dans les abattoirs, en moyenne, et plus de 50 milliards de poissons. Donc c'est des chiffres qu'on ne peut pas même toucher du doigt, tellement ils sont colossaux. Alors nous mangeons notamment des animaux sociaux. Alors là on voit par exemple une poule pondeuse avec son petit poussin. On voit que la poule pondeuse apprend notamment à gratter dans la paille. Elle lui apprend aussi à
à picorer, à s'alimenter, à chercher des grains, par exemple. Ils adorent le maïs. Hein, donc. Alors là, on voit la poule qui jette des petits grains par terre au sol et, pour apprendre à son petit poussin à aller chercher la nourriture. Donc il y a un vrai apprentissage des relations sociales entre les animaux. Et bien sûr, on pourrait évidemment multiplier les exemples. Il y a un livre qui vient de sortir sur la direction de Karine Lou-Matignon sur la révolution animale, où il y a toute une recension justement des dernières découvertes éthologiques. Alors on mange des animaux sociaux, on mange aussi des animaux intelligents. Vous avez peut-être vu cette vidéo, une compilation en fait, de ce que font des vaches dans les élevages en général. Comme par exemple ouvrir une porte. Ça c'est besoin de liberté qu'on a vu tout à l'heure. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors là, on est dans un élevage. Petite vache qui a compris le mécanisme pour ouvrir la porte. Bon, il n'y en a pas qu'une qui sait le faire. Hein. Il y a au moins 2 vaches savantes à travers le monde. Il y a aussi des expériences où on voit des poules pondeuses qui sont capables de... Ils ont un besoin très très fort d'aller pondre dans un endroit caché et elles sont capables de parcourir un véritable trajet en tirant sur des manettes, en franchissant des obstacles. Alors, ça, j'adore. Voilà, une vache qui va libérer ses copines. Alors on pourrait penser que c'est par altruisme. Peut-être pas. Donc quand on voit quand même qu'une vache est capable de s'imaginer, d'ouvrir, de libérer plusieurs vaches pour aller choper le seau qui est 4 places plus loin, vous imaginez intellectuellement, au niveau du comportement et d'éthologie, tout ce que ça implique. Et nous mangeons des animaux joueurs, par exemple, aussi. Alors c'est plus sympa que le taureau piscine, c'est le cochon piscine. Alors si vous aimez bien les petites vidéos comme ça, les petites vidéos choupies, je vous invite à suivre la page Facebook de L114, petite page publicité, où on essaye aussi, en dehors des vidéos un peu dures, de montrer ce que sont capables de faire les animaux et le contraste entre les deux, entre ce qu'ils vivent dans les élevages et ce qu'ils sont capables de faire, de vivre. Permet de réaliser ce que c'est que la réalité de la viande au-delà des nombres, des grands chiffres. Et donc finalement, nous mangeons des animaux sentients. Et ce terme sentient est un terme un peu nouveau et récent qui justement regroupe cette capacité qu'ont les animaux au-delà de ressentir la douleur et la souffrance, mais d'avoir un panel d'émotions beaucoup plus large. Et souvent, on leur a renié cette capacité-là à ressentir. Et c'est ce que David Chauvet peut-être nous expliquera, un terme qu'il avait utilisé, qui est la menthaphobie. Et finalement, nous mangeons aussi des animaux malheureux. En France, la situation en France, je voulais faire un petit panel vite fait. Je pense que vous connaissez, la plupart des gens ici vous connaissez, mais on peut quand même tirer des grands traits. C'est un pays, par rapport à l'image d'Épinal qu'on peut avoir, c'est un pays d'élevage intensif. Pour une écrasante majorité des animaux. Alors vous voyez, pour les poulets de chair, on a 82% qui sont en élevage intensif, c'est-à-dire dans des bâtiments fermés sans jamais avoir accès à l'extérieur. Des animaux qui ont été sélectionnés génétiquement pour grandir très très vite. Aujourd'hui, ils ont leur poids d'abattage en 42 jours plutôt qu'en 80 jours en label, par exemple, pour l'élevage normalisé, standard. Pour arriver à cette telle performance, on a sélectionné des animaux qui ont une croissance musculaire importante, parce qu'il nous intéresse, c'est la viande, mais qui ont énormément de problèmes sur le squelette, sur les acides, sur des accidents cardiaques, des boiteries.
Et au niveau des densités, il faut imaginer, vous tracez 1 mètre carré au sol et vous avez une vingtaine de poulets sur 1 mètre carré. Voilà leur vie. La première fois où ils vont voir un rayon de soleil, c'est quand ils seront chargés dans une bétaillère pour aller à l'abattoir. Les poules pondeuses, bien que le pourcentage chute, on a encore 7 poules sur 10 qui sont dans des élevages en batterie. Vous connaissez ce que c'est que l'élevage en batterie? Sol grillagé, l'équivalent d'une feuille à 4 par poule pondeuse. Pour les cochons, c'est encore pire, c'est 95% qui sont dans des bâtiments sur caillebotis, sur béton. Anne Vonnet, je connais ça très très bien. Elle pourra peut-être, on pourra revenir sur ce point-là, sur les alternatives aussi. Et pour les lapins, c'est carrément 99% des élevages professionnels qui sont des élevages en cage, élevages en batterie. Donc c'est métal, environnement très très pauvre, à part une mangeoire et une alimentation, et il n'y a aucune réglementation pour les protéger. Alors non seulement l'élevage est intensif, majoritairement en France, on entasse les animaux dans les élevages, mais aussi on les adapte aux conditions d'élevage. L'idée évidemment c'est de produire, d'avoir des coûts de production qui soient les plus faibles possibles, et le rapport entre la nourriture qu'on leur donne, les coûts de production, et ce que vont apporter les animaux, d'avoir ce ratio qui soit le plus intéressant possible d'un point de vue économique. Donc on n'hésite pas à entraver les animaux. Dans la domestication des animaux, on a choisi les animaux dociles et on utilise notre force. Notre force, elle passe par des cages, des barrières, des mutilations pour éviter que les animaux s'agressent les uns les autres dans des espaces trop confinés. De la sélection génétique. Si on veut du lait, alors on pousse les vaches à faire du lait. Si on veut de la viande, on fait de la sélection sur des critères simplement de croissance musculaire. On mutile les poules pondeuses, on leur coupe une partie du bec pour éviter qu'il y ait trop de mortalité à l'intérieur des cages. Alors évidemment, il y a beaucoup de morts en élevage, et on essaye de se trouver un endroit de la courbe où les morts qui sont en élevage ne sont pas trop importants pour ne pas mettre en péril la viabilité économique de l'élevage. Et puis ensuite, bien sûr, on les transporte dans les bétaillères, et ils sont tués à la chaîne dans les abattoirs avec ou sans étourdissement, ou pêchés en mer. Alors il n'y aura qu'une seule image, un peu difficile, c'est parce que souvent on oublie le monde marin. Et le monde marin, il y a énormément à découvrir aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment les prochaines campagnes, les enjeux principaux en termes de prise de conscience et de sensibilité du grand public. Il y a, dans la justice et la paix, en plus, c'est une aberration. Les produits animaux sont une aberration en général. C'est-à-dire que pour les animaux, évidemment, comme on vient de voir, c'est d'une situation qui est absolument intolérable et qui ne respecte absolument pas ni leurs besoins biologiques, ni leur bien-être. Et en termes d'enjeux et de conséquences pour l'intérêt public, c'est aussi catastrophique. Donc vous connaissez un petit peu ça, je vais vous juste mettre quelques points. On parle beaucoup des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'élevage, vous savez, d'après les Nations Unies, c'est 14,5% des émissions. C'est le premier poste avec le transport et l'énergie. Il y a énormément d'émissions d'ammoniac, évidemment, des pluies acides, des rejets de nitrates, etc. Il faut savoir aussi que par rapport au partage des ressources, on a des problèmes aujourd'hui, on se pose des problèmes d'ici 20 ans, comment on va pouvoir nourrir tout le monde. Et en utilisant des produits animaux, on gaspille de la nourriture. C'est-à-dire qu'un éleveur aujourd'hui qui produit de la viande bovine gaspille de la nourriture. Souvent on entend mais je suis là, je nourris l'humanité. Non, il gaspille. Parce qu'en fait, l'alimentation qu'il va donner à ces animaux, que nous on pourrait manger directement, est donnée aux animaux qui ne valorisent pas si bien l'alimentation qu'on pourrait la valoriser nous-mêmes. Et donc on a une perte pour produire une calorie animale, on utilise généralement entre 7 et 10 calories végétales. Bien sûr, les ressources en eau. Un autre point aujourd'hui dont on parle beaucoup, c'est l'antibiorésistance. Il y a des campagnes aujourd'hui pour nous dire de ne pas utiliser les antibiotiques, que ce n'est pas automatique. Il y a quand même la moitié des antibiotiques aujourd'hui, en valeur absolue, qui sont utilisés dans les élevages. C'est énorme. La moitié des antibiotiques. Et vous savez que l'utilisation massive d'antibiotiques, eh bien, ça va favoriser l'émergence de bactéries qui sont résistantes. C'est un problème de santé publique énorme. Et alors, il y a une partie de la population qui est malnutrie. Et puis, de l'autre côté, il y a dans les pays de l'OCDE, nos pays riches, des gens qui sont trop nutris et la première cause de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires dans les pays riches, ce qui est quand même une aberration totale. Un petit point peut-être sur l'eau, rapidement.
Voilà, en gros, on voit que suivant les productions, plus on va vers des productions végétales, moins on a des besoins d'eau, avec un pic pour la viande de bœuf. Suivant les modes d'élevage, on peut arriver jusqu'à 15 000 litres d'eau qu'utilisée pour la viande de bœuf, alors que vous voyez, pour des céréales, on est à 1300 litres d'eau pour un kilo de nourriture. Souvent, les filières communiquent sur la viande heureuse. La filière a énormément de moyens en termes de publicité, de marketing, aussi beaucoup de moyens de relais politiques. Et donc, dans le circuit professionnel, on essaye de nous faire croire que les animaux vont à l'abattoir sourire aux lèvres, aux babines. Donc, on a vu que ce n'était pas tout à fait le cas. Et on a des mutilations, des cohabitations forcées, des séparations, et évidemment aussi dans l'élevage bio. C'est-à-dire que dans l'élevage bio, pour avoir du lait, il faut aussi séparer, il faut aussi faire naître des veaux pour maintenir une lactation, et il faut séparer le veau de sa mère. On pourra y revenir aussi, peut-être passer un peu vite sur ces questions-là. Donc les œufs, justement, juste faire un petit focus sur ce point-là. Donc on a un visuel qui a été fait par Animal Australia, qu'on a adapté pour la France et qu'on a trouvé vraiment très parlant, qui nous montre en fonction des modes d'élevage, suivant certains critères, ça nous permet d'avoir un point de vue global. Alors on voit dans la première colonne pour l'élevage en cage, donc l'élevage en permanence en cage, on a les densités qui sont 16 poules par mètre carré en bâtiment. Ensuite on a l'élevage au sol, où les poules ne vont pas à l'extérieur. C'est un élevage qui est très peu développé en France, mais qui commence à se développer parce que les grandes surfaces veulent des alternatives et c'est pas toujours vers le bien-être qu'elles se tournent. Et puis vous avez l'élevage en plein air. Alors c'est pour montrer à la fois que ça fait une différence quand on consomme des œufs, de choisir des œufs qui proviennent d'élevage bio ou plein air, parce que les animaux au moins vont à l'extérieur, les densités sont moins fortes, mais il ne faut pas se leurrer. Les poussins mâles sont gazés ou broyés à leur naissance dans les couvoirs, pour cette ligne. Les poules on peut avoir une partie du bec qui est épointée, coupée, et elles sont envoyées à l'abattoir au bout d'un an de production, que ce soit en cage, en élevage bio, en élevage en plein air. Alors, est-ce que tout ça est un mal nécessaire ? Je suis sûr que vous avez la réponse. Il y a plusieurs... déjà, je vais me concentrer un petit peu sur la question des individus en tant que consommateurs. Alors, c'est peut-être pas le cas en France, parce qu'on a une tradition, on va dire, gastronomique et une formation des systèmes de santé qui est très défaillante en termes de nutrition. Il y a très peu de cours pour les médecins aujourd'hui en formation. Ils ont très peu de cours sur la nutrition en France. Mais quand on regarde les guides nutritionnels officiels dans d'autres pays, notamment au Canada, en Australie, au Portugal, on voit que le discours est totalement différent. Et notamment, la plus grosse association de professionnels de nutritionnistes, qui se trouve aux États-Unis, qui rassemble 72 000 membres, qui est une association qui est tout sauf militante, rend des avis régulièrement sur des régimes, différents régimes. Et sa déclaration sur les régimes, c'est de dire les régimes végétariens ou végétaliens, ou véganes, 100% végétal, correctement équilibrés, couvrent les besoins des nourrissons, des enfants et des adolescents et favorisent une croissance normale. Donc aujourd'hui, d'après nos connaissances nutritionnelles, il n'y a pas de nécessité à s'alimenter avec des produits animaux. C'est ce qui est écrit là. Alors avec le L214, on a développé il y a quelques mois un site pour accompagner les personnes qui veulent végétaliser leur alimentation, qui s'appelle Vegan Pratique, et sur lequel on a des recommandations nutritionnelles. Ça a été relu par des professionnels de santé. Et vous pouvez trouver sur ce site comment composer une assiette type, vous voyez, en gros, céréales et légumes, la grosse part, les légumineuses, des fruits, des oléagineux. Et on a à peu près tous les nutriments nécessaires, avec une mention particulière sur la vitamine B12, qui est généralement présente dans les produits animaux. Et il faut faire attention à l'apport en vitamine B12. Donc il faut généralement avoir un apport extérieur en vitamine B12. Alors généralement,
les personnes qui mangent de la viande ont un apport de vitamine B12 par l'intermédiaire des animaux d'élevage, puisque les animaux d'élevage sont complémentaires en vitamine B12. Parce qu'ils ne trouvent pas de vitamine B12, les animaux d'élevage enfermés dans les bâtiments. On est obligé de leur apporter toutes ces vitamines-là. Donc le régime carné n'est pas plus, entre guillemets, naturel que un régime 100% végétal. Et puis un jour, on fait le lien, quand on se rend compte de tout ça, qu'il y a un problème éthique à manger des animaux, qu'on a une responsabilité collective. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut, à sa propre échelle, changer ses habitudes, mais on peut aussi, il y a aussi des enjeux au niveau politique, au niveau d'organisation de la politique, parce que c'est pas un problème qui concerne simplement les goûts et les couleurs, c'est un problème qui est un problème politique au sens large du terme, c'est-à-dire de gestion de la société, comment on vit avec les autres animaux avec qui on partage cette planète. Aujourd'hui, on a des nouvelles études en éthologie qui nous montrent que le mode mental des animaux est beaucoup plus large que ce qu'on pouvait imaginer jusqu'ici. Et c'est un changement de culture, parce qu'évidemment, notre culture est extrêmement basée sur l'exploitation des autres animaux. Donc on peut prendre nos responsabilités, on peut changer nos pratiques, on peut changer notre regard, et on peut prendre conscience du spécisme, c'est-à-dire de cette injustice qu'on fait subir aux autres animaux. Et on peut s'engager, surtout, et je pense que c'est le point le plus important, c'est pas simplement changer nos habitudes, c'est aussi s'engager et militer pour essayer de faire changer ce comportement. Il y a un certain nombre de pistes au-delà de la végétalisation de l'alimentation, et je terminerai par ce point pour qu'on puisse avoir un petit moment d'échange. Il y a des mesures de reconversion qui sont possibles. Je vais m'arrêter un peu sur ce point. On s'était amusé à un moment donné avec l'élevage des lapins pour la viande. On avait fait beaucoup d'enquêtes dans les élevages sur ce thème-là. Et souvent, on reproche aux personnes qui militent pour une végétalisation de l'alimentation de mettre toute une filière au chômage, d'arrêter une activité économique. Et quand on avait regardé de près, par exemple pour l'élevage de lapins, on s'était aperçu que si aujourd'hui, du jour au lendemain, on arrêtait de produire de la viande de lapin, d'élever des lapins dans des cages, dans des élevages, il y aurait beaucoup moins d'éleveurs qui disparaîtraient que d'éleveurs qui ont disparu entre les années 80 et fin des années 2000 à cause de l'intensification de l'élevage. Il y a beaucoup plus d'élevages qui ont fermé à cause de l'augmentation du nombre d'effectifs de cheptels dans les élevages, de l'intensification et de la rationalisation de l'élevage, qu'une société qui deviendrait végane du jour au lendemain. Et pour toutes les filières, on pourrait faire exactement la même chose. Aujourd'hui, on a moins de 3% de la population active qui est dans l'agriculture, alors que, bien sûr, il y a quelques dizaines d'années, on était avec plus de la moitié de la population qui était dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, s'il y a eu un ravage économique, ou en tout cas un changement par rapport à un certain nombre d'individus qui ont dû s'adapter à ces changements-là, c'est bien l'industrialisation aujourd'hui qui en est le principal responsable. La taxation des produits animaux, c'est une piste qui est très intéressante. Il y a notamment un think tank qui a rendu un Chatham House, qui a rendu un rapport et qui a justement imaginé des scénarios pour taxer la viande. Alors, visiblement, suivant dans différents pays européens, c'est une mesure qui serait assez bien accueillie si elle est bien expliquée. Beaucoup de personnes, en fait, demandent à ce que les gouvernements prennent la responsabilité par rapport aux grands enjeux climatiques. C'était une étude qui était beaucoup orientée sur la question du réchauffement climatique. C'était avant la COP21. Mais avant de taxer les produits animaux, il y a aussi l'intégration des vrais coûts de production. Et qu'aujourd'hui, la moitié du budget de la Commission européenne, ça va vers l'agriculture. Il y a des élevages allaitants, par exemple, je crois que c'est en Bourgogne, les 3/4 de leurs revenus dépendent des subventions. Donc c'est un système qui, de toute façon, est une aberration économique. Et puis il y a la promotion, quelque chose qui est très très important, et le développement des protéines végétales. C'est quelque chose qui arrive aussi, pas forcément pour des raisons éthiques, mais pour des raisons d'innovation et de recherche sur comment nourrir la population mondiale dans 20 ans. Et dans ce volet-là sur les promotions et développement des protéines végétales, il y a énormément de choses qui sont en cours en ce moment aux États-Unis, notamment beaucoup de
de nouvelles sociétés et de start-up en Californie qui développent des produits à base notamment des protéines de pois, pour avoir une production qui soit beaucoup plus rationnelle, juste et éthique. Vous avez peut-être entendu parler notamment de Hampton Creek aux États-Unis qui fait une mayonnaise sans œufs à base de protéines de pois, qui a été attaqué par Nestlé parce qu'il avait appelé son produit mayonnaise, mais il a perdu son procès. Et énormément aujourd'hui, quand on regarde, on est allé il y a quelques jours au CIAL, qui est le salon des innovations autour de l'alimentation à Paris. C'était juste il y a 2-3 jours, et il y avait énormément d'alternatives végétales dans les innovations. Il y a un salon qui s'appelle Anuga en Allemagne. Le pôle viande était squatté par les substituts à la viande. Et voilà, quand vous allez en Allemagne, quand vous allez dans le supermarché, vous voyez vraiment la différence qu'il y a avec la France et l'entrée des produits 100% végétaux qui est très très importante. Eh bien, je crois que c'était ma dernière slide. Voilà. Donc ça, je l'ai déjà dit. Donc croquons la vie, pas les animaux. Voilà, merci. Alors, le moment qui vient à présent, c'est le vôtre. Vous allez pouvoir réagir, questionner, commenter. Je vois une première main qui s'est levée là. Bonjour. Vous savez qu'une campagne en faveur de la viande va être lancée dans les écoles à partir de 2017, aussi hallucinant que ça puisse paraître. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut contrer? Je ne sais pas. D'accord, il y avait 2 fois la même question. Oui, bien sûr, on a vu ça, c'est l'Interbev. Alors l'Interbev, c'est l'organisation professionnelle qui défend l'intérêt des viandes bovines. Et ils ont tout à fait compris qu'il y avait un enjeu énorme à être présent dans les restaurations scolaires, parce que la campagne, là, c'est surtout la restauration scolaire, mais ils font aussi des mallettes pédagogiques et tout ce qui s'ensuit. Ils avaient réussi, il y a quelques années en arrière, je crois que c'était en 2010 ou 2011, à faire adopter un décret et un arrêté pour rendre obligatoire la consommation de produits animaux dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, une cantine scolaire qui veut proposer une alternative végétale dans la restauration collective ne peut pas aujourd'hui par la loi, simplement pour ça, excusez-moi. Et donc c'est un enjeu qui est très très fort, l'éducation. Aujourd'hui, je crois que la seule association qui a l'agrément pour entrer dans les écoles, c'est la LPO, pour une association ONG environnementale. Et aujourd'hui, on a un défaut. Alors, il y a des exemples dans d'autres pays, et nous, on s'y inspire, on projette l'année prochaine, et puis Dominique Droz, ici aussi, suit ça de très près, qui est dans la salle, les questions d'éducation, qui est un enjeu majeur. En Belgique, j'ai un ami qui est cofondateur de l'association, qui parcourt les écoles pour justement faire de la formation auprès des enfants, et ça passe vraiment très très bien. Les enfants sont vraiment très ouverts à ces questions animales, comprennent les enjeux, et c'est sûr qu'aujourd'hui en France, on a tout à faire, je crois, à peu près sur ce domaine-là. Alors que les filières, elles, ont bien compris l'enjeu qu'il y a à notamment maintenir des marchés de la restauration collective, et aussi habituer les enfants à penser que protéines égale protéines animales. C'est exactement ce que le décret et l'arrêté ont essayé d'insinuer, c'est que protéines égale protéines animales, calcium égale lait, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des préconisations en termes de nutriments, on fait des préconisations en termes d'aliments. Et quand on regarde le décret et l'arrêté de près, ils sont basés notamment sur un vieil avis de la PNNS, parce que l'avis du PNNS a évolué depuis, mais il n'est pas pris en compte pour les arrêtés et le décret. Et on voit que les viandes qui sont favorisées, c'est justement les viandes qui correspondent aux personnes qui étaient présentes dans le GMRCN, c'est-à-dire l'organisme qui s'occupe de donner des recommandations pour la restauration collective. Et les interprofessions qui siègent, c'est la viande bovine, c'est la viande porcine, etc. Et dans l'arrêté, les viandes qui sont obligatoires correspondent justement aux viandes qui ont été défendues par ces interprofessionnels. Voilà, donc c'est clair et net que c'est les intérêts qui sont passés avant l'intérêt public et l'éducation des enfants à la nutrition. Oui, merci.
que ça soit enregistré, parce que... Ah d'accord. Juste sur le même sujet, je voulais juste dire qu'il y a une pétition qui circule pour que justement cela ne puisse pas se produire, à savoir que l'industrie de la viande rentre dans les écoles. Et vous la trouvez, je crois que c'est sur .org, change.org. Ouais. Merci. Change. Merci. Oui, je voulais vous poser la question suivante. Quelles sont les mesures que vous proposez pour justement qu'il y ait cette reconversion des éleveurs? Quelles mesures proposez-vous, même y compris aux éleveurs, pour se reconvertir et aller vers la fin de l'exploitation animale? Alors, on a développé un site et je regarde pas mes mails, hein. J'ai pris un article justement qui est tout récent. Alors nous, on est une ONG, donc on a une force de proposition éventuellement, mais après, voilà, au niveau politique aujourd'hui, dans les assemblées en France, je ne vous cache pas que c'est compliqué. Il faut savoir que c'est le plus gros groupe au Sénat, c'est le groupe Chasse. Enfin voilà, on va dire que le milieu d'élevage et interprofessionnel a des relais qui sont très puissants au niveau politique. C'est un peu les barrages aujourd'hui qu'il faut essayer d'arriver à faire sauter. Mais on a un site qui s'appelle viande.info qu'on avait mis en place juste un peu avant le sommet de Copenhague, où justement on a quelques pistes qui sont développées. Donc je vous invite à aller sur le site là. Et évidemment, oui, sur des mesures de reconversion, il y a des choses qui sont possibles. Il y a eu le 4 octobre une annonce, parce qu'il y a très régulièrement, comme le modèle alimentaire français et le modèle agricole n'est pas viable et durable, bien sûr, vous avez des crises chroniques qui vont revenir tous les 6 mois. Un coup, c'est les éleveurs porcins, un coup, c'est les éleveurs laitiers. En ce moment, c'est les éleveurs laitiers. Et puis le gouvernement se doit de réagir, développer une enveloppe budgétaire, etc. On connaît le scénario par cœur. Et là récemment, notamment le 4 octobre, le Premier ministre, en présence de Stéphane Le Foll, notre ministre de l'Agriculture, a annoncé une série de mesures. Et dans ces mesures, il y avait quelque chose qui nous a intéressés, qui était assez... une piste intéressante qui ne vient pas de nous, mais qui est une évidence, en fait, c'est que pour accompagner la sortie, donc c'est pour les éleveurs laitiers, pour accompagner la sortie d'activité de ceux qui souhaitent se reconvertir, le gouvernement mobilisera une enveloppe de 15 millions d'euros, c'est une cacahuète par rapport à ce qui est débloqué habituellement sur d'autres sujets, pour financer un dispositif d'aide à la reconversion professionnelle. Ça s'appelle l'ARP. L'ARP est octroyée à des bénéficiaires ayant cessé leur activité agricole et n'exerçant plus aucune activité économique et comprend une aide au départ de 3 100 € par actif, une aide au déménagement de 1 500 € pour des personnes contraintes de quitter leur lieu d'habitation, couplée à la possibilité pour les bénéficiaires, en tant que demandeurs d'emploi, et de suivre une formation professionnelle rémunérée. Donc on voit que ça arrive, ces idées de reconversion. Alors d'habitude, ça se fait sûrement dans la douleur. Et là, s'il y a des mesures d'accompagnement, c'est très bien. En Israël, par exemple, c'est un autre cas, qui est le berceau de la production de foie gras. En 2005, Israël, la Knesset, le Parlement israélien, a décidé d'interdire le gavage pour des raisons éthiques. Ça a été un débat qui était vraiment au niveau... Enfin, qui a utilisé déjà des rapports européens, c'est pour dire, et qui était un débat autour de l'antispécisme, etc., à la Knesset en Israël. Le mouvement vegan est très très fort en Israël. En 2005, ils ont décidé d'interdire le gavage, qui est à l'origine une pratique qui a été notamment importée par la diaspora juive dans les pays de l'Est et jusqu'en France. Et l'interdiction s'est accompagnée par des mesures de reconversion pour des exploitations agricoles. Donc on voit qu'il y a vraiment, quand le problème est pris au sérieux, il y a des moyens, il y a des possibilités. Et l'important, c'est des fonds qui peuvent être basculés d'un poste à un autre. Aujourd'hui, ce que je vous disais, pour des éleveurs allaitants, dont 3/4 de leurs revenus dépendent des subventions, on voit très bien que c'est un modèle alimentaire qui est sous perfusion, qui n'est pas viable. Et l'argent qui est utilisé, ou l'argent qui est utilisé par exemple pour aller... nettoyer les plages en Bretagne, des algues vertes, etc. Ce sont des millions et des millions d'euros qui sont dépensés, et des milliards d'euros
qui sont dépensés et qui demandent en fait un courage politique pour avoir une reconversion de modèle alimentaire. Donc l'argent, il est là. En fait, la question est de quel modèle on veut aujourd'hui promouvoir, quelle est la société qu'on veut pour demain. Et c'est surtout là-dessus que sont les postes, mais la main est dans les mains des politiques. Alors, je vois de nombreuses mains qui se lèvent. On va essayer de prendre plusieurs questions à la suite les unes des autres et puis d'avoir une petite réponse synthétique ensuite. Je vais passer comme ça, hein, dans ce sens-là, dans la salle. Bonjour. Je ne reviendrai pas personnellement sur la nécessité de passer d'un régime carné à un régime végétarien ou végétalien. Ma question, c'est par quoi est-ce qu'on le remplace? Parce qu'il y a plusieurs entre guillemets obstacles. Donc le problème de la vitamine B12. Je sais que moi en pharmacie, souvent les compléments sont à base de produits marins. Donc vitamine B12 issue de produits marins ou alors qui ne sont pas trop adaptés aux besoins. C'est 500 mg par comprimé, alors que les besoins humains sont de 3 mg par microgramme par jour. Et c'est 500 microgrammes pour un comprimé. Et je suis allée donc en pharmacie et ils n'avaient pas de substitut à prendre une fois par jour pour complémenter en vitamine B12. Et aussi le problème des acides aminés essentiels, comment équilibrer, comment avoir un apport suffisant en acides aminés essentiels pour être en bonne forme pour remplacer adéquatement tous les produits carnés en fait qu'on trouve. Ok, question suivante. Bonjour, moi je voulais juste entendre de nouveau la référence citée au début de l'intervention sur un livre qui vient de sortir sur l'éthologie apparemment. Je n'ai pas bien entendu. Pardon ? Révolution animale, d'accord. Révolution animale, ok. Bonjour. Pour rejoindre la question qui a été évoquée tout à l'heure à propos de l'alimentation dans les écoles, de la formation des enfants, il y a une question qui se pose aussi, que vous avez évoquée, c'est la formation du corps médical, parce que les médecins ne proposent rien d'autre que cela, que la viande. Ils affolent les gens lorsqu'ils ne mangent pas de viande. Donc je pense, que peut-on faire auprès de la formation des médecins, des futurs étudiants qui vont sortir ? Ça, c'est une première question. Et un terme qui me gêne toujours beaucoup lorsque nous parlons d'agriculture ou des animaux, je pense que dans notre vocabulaire, il faudrait réfléchir au mot « exploitation ». Je pense que ce n'est pas rien. Dès qu'on exploite, on tire profit. Et il y a quelqu'un qui est forcément dans la dépendance, quelqu'un qui est aliéné. Et je trouve que c'est à réfléchir, ce terme d'exploitation. D'accord. On va encore prendre une question, après on continuera. Bonjour, moi c'est pas une question, c'est juste, je voulais parler aussi du programme en collège. On doit enseigner aux élèves qui préparent le CFG l'équilibre alimentaire. Ils doivent connaître leur groupe d'aliments. Et dans le groupe d'aliments, il y a viande, œufs, poisson. Aux examens oraux, ils doivent composer un menu équilibré. Il faut qu'il y ait viande, œufs, poisson dedans. Et quand on demande à l'élève comment, et si le client au restaurant ne veut pas de viande, œufs, poisson, ben ils ne savent pas. Voilà, donc ça aussi, au niveau de ce programme de PSE, Prévention, Santé, Environnement, c'est la matière, comment faire passer ça aux élèves? Moi, j'essaye de leur faire passer, mais enfin, viande, œufs, poisson, c'est au programme, quoi. Voilà. Donc, on a des questions sur la formation. On va encore une, et après une petite série de réponses, et je reviendrai vers vous, vers cette partie de la salle. Je ne vous oublie pas. Oui, bonjour. Très honoré de rencontrer un dangereux agitateur, puisque, suite à une réunion qui a eu lieu au Sénat, le président du Sénat, quand même, quelqu'un d'important, M. Larcher,
a décidé de créer une commission d'enquête sur les mouvements animalistes qui mettent en cause nos traditions et peut-être même l'équilibre social de la société avec ses dangereuses ramifications tentaculaires. Donc je pense que vous serez tous fichés en sortant, il faut le savoir. Et j'élargis aux tentaculaires. Donc on parle français, mais ça m'inquiétait un petit peu aussi sur le lait, parce qu'il faut aussi considérer que maintenant nous sommes devenus un pays du tiers-monde et que les Chinois commencent à investir chez nous. Hein, on pensait à Madagascar, à l'Éthiopie, tout ça. Et il ne va pas falloir oublier que même si nous, on se convertit peut-être au végétarisme, eh bien nos agriculteurs vont peut-être exporter leurs produits vers l'étranger. Et notamment, nous avons ce premier cas de création d'une laiterie en Bretagne qui va peut-être se passer de notre avis. Vous en voulez pas, je vais le faire ailleurs. Donc il faut être très très vigilant. D'accord, donc je reviens par ici ensuite. On avait donc une question plus sur la nutrition, ensuite 2 questions sur la formation. Vite fait, sur la nutrition, sur la B12, je vous invite vraiment à aller sur le site vegan-pratique.fr. On a une fiche sur la vitamine B12, évidemment. Donc, effectivement, les recommandations, c'est 3 microgrammes par jour. Et il y a notamment la Vegetarian Society, ou Vegan Society, en Angleterre, qui propose un complément alimentaire qui s'appelle Veg One, et qui est tout à fait adapté, Veg One, qu'on trouve facilement dans les magasins bio, par exemple, ou sur Internet, mais qu'on trouve très facilement et qui est 100% végétal. Et pour tout ce qui est acides aminés, notamment c'est ce qui concerne les protéines, vous verrez aussi sur le site, très très facile de ce point de vue-là. Si on mange correctement une assiette avec des céréales, des légumineuses, on a tous les acides aminés. Avant, on pensait qu'il fallait les complémenter assez rapidement ou dans un même repas. Maintenant, on s'est aperçu que ça ne servait à rien de les complémenter dans un même repas. Donc il n'y a même plus cette contrainte d'avoir des céréales et des légumineuses au même moment. Et donc voilà, vraiment, je vous invite à aller sur Vegan Pratique. On a tous les conseils de nutrition. On a vraiment fait ça pour ça, justement. Pour la formation, moi, je peux constater que pour la formation des médecins, moi, j'ai pas fait le cursus, mais de tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait que quelques heures de formation sur la nutrition. Donc le monde médical en France n'est pas du tout formé à prévenir les risques en termes de santé, mais c'est une médecine allopathique. Donc on s'occupe des symptômes et puis des maladies. On ne prend pas l'être humain dans sa globalité, ni des programmes de santé qui seraient, même d'un point de vue sécurité sociale, qui coûteraient moins cher. Et voilà, on ne peut que le déplorer aujourd'hui. J'imagine qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a la pression des sociétés anglo-saxonnes, et que plus la population en fait change ses modes de consommation, plus il y a une prise en compte des besoins de cette population. Et on voit que dans les pays anglo-saxons, justement dans les recommandations, du fait qu'il y ait beaucoup plus de végétariens ou de gens qui diminuent leur consommation de produits animaux, ou de végétariens ou de véganes, le système de santé s'adapte aussi, parce qu'ils ont des patients qui arrivent et il faut y répondre. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la formation, elle est lacunaire par rapport à ça, il faut être honnête. Il y avait une dernière. Par rapport aux écoles aussi, il y avait une dernière question. Mais les écoles, voilà, je vous invite vraiment à discuter avec Dominique Droz ici, il y a un groupe de discussion qui sur la question de l'éducation, et donc qui est en cours de constitution, qui est déjà constitué, mais qui reprend du poil de la bête là en ce moment. Dominique a plus de temps et elle va pouvoir s'en consacrer aussi. Il y a vraiment plein de choses à faire qui sont intéressantes, et on voit aussi que de toute façon, plus la société évolue et prend en considération les questions éthiques, et on a des professeurs qui font partie de cette société, et on a de plus en plus de professeurs des écoles, de professeurs en sciences et de vie, comment on appelle ça, des vies de la Terre, ou dans l'autre sens, qui nous sollicitent aussi par rapport à ça. Mais nous, on n'a pas encore fait les outils, mais voilà, c'est quelque chose qu'on veut faire dès l'année prochaine, de façon sérieuse. Voilà. Peut-être Dominique, oui, si tu veux dire un mot là-dessus. Oui, Sébastien rappelait tout à l'heure que les associations rentrent très difficilement dans les écoles, alors que les fédérations de chasseurs, eux, ont un blanc-seing. Ils peuvent rentrer, depuis le Grenelle de l'environnement, ils peuvent rentrer facilement pour faire de l'éducation à l'environnement. Donc ça ira de l'étude fascinante pour les enfants, de l'étude des traces laissées par les animaux dans la forêt, jusqu'aux méthodes utilisées pour les piéger. Voilà, donc il y a une grosse question éthique. Alors nous, pour essayer de contourner ce problème-là,
On essaie plutôt de travailler avec les gens qui sont déjà profs. Et il y a beaucoup d'enseignants qui sont très sensibles à la cause animale, sauf que dans leur programme, jusqu'à maintenant, il n'y avait quasiment rien. Donc, en fait, il faut passer par les gens qui sont déjà enseignants et qui, à travers le bel outil que nous offre maintenant l'enseignement moral et civique, qui amène à aborder des thématiques de façon très transversale, tout prof peut s'emparer de la thématique animale, à condition de ne pas faire que ça, bien sûr, et aborder en philo pour enfants, en littérature jeunesse, en travail sur la nutrition, même en art plastique, en théâtre, en peinture, en dessin, en littérature jeunesse, en littérature tout court, en philosophie, parce qu'on a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur la thématique animale, mais on n'en a jamais rien dit dans l'enseignement du premier et second degré. Donc, que les enseignants s'emparent de la thématique, et tout en restant au sein de leur programme, ils peuvent largement broder pour amener la thématique de l'animal et ouvrir les consciences à petits pas. Pour moi, ce n'est pas un chapitre qu'on traite un jour et puis après on referme, on l'amène un petit peu au quotidien, à travers tout événement fait d'actualité. L'animal peut rentrer dans les écoles avec les enseignants déjà en place. Ça, je peux vous le certifier. Pour l'instant, il n'y a pas d'association. Enfin, nous, on aimerait vraiment s'appuyer sur le formidable essor qu'a pris L214. Et voilà, pour l'instant, il y a une liste de discussion, mais déjà L214 écoles, hein, d'autres groupes qui se créent. L'intérêt, c'est de mutualiser toutes les initiatives pour que finalement le message passe, les idées pédagogiques soient données et que les enseignants mutualisent leurs ressources. Plein de gens font des choses formidables dans leur coin. Sauf que ce qui leur manque, c'est une plateforme où ils mutualisent leurs idées, leurs initiatives, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont sensibles à ça, qui souffrent d'être seuls, à se sentir sensibles, et qui ne demandent qu'à partager les outils. Et ça, c'est possible, quelle que soit la discipline d'origine de l'enseignant. Juste un mot par rapport à Gérard Larcher. Donc, on avait fait une petite manifestation justement à l'occasion du colloque devant le Sénat. On avait fait une fausse manifestation du parti Chasse, Pêche, Viande et Tradition. Une vidéo sur la page Facebook ce week-end. Deuxième pub. Et en fait, il a demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur le mouvement animaliste, mais pour le moment, à notre connaissance, elle n'est pas... Enfin, je ne suis pas sûr qu'elle verra le jour. Je pense que c'était peut-être une communication et puis voilà, un message envoyé à ses collègues peut-être, je ne sais pas. Merci à Sébastien Zach pour sa présentation brillante et puis cet échange qui est fécond.